Voilà, donc tableau. Alors, on va donc parler d'une des nouveautés en termes de composants. C'est l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, ou borne de recharge. Donc, on l'appelait IRVE. Donc, on va prendre une triphasée, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, donc on remarque tout de suite que sur ce schéma, on a mis une prise de terre des neutres, celle-là à gauche. Pardon, je vais essayer d'aller plus lentement. Ici, une prise de terre de local, la borne de la prise de terre. Et voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les bornes recharge doivent contrôler que la terre est correcte. Et donc celle-là le fait aussi. Donc je vais mémoriser, pour aller plus vite, la propriété par défaut de ce conducteur-là. Et donc je vais raccorder les différents conducteurs au bornier. Donc je vais essayer de faire ça en couleur correctement. Hop. Ici, le conducteur de la phase 2 en noir et le conducteur phase 3. Je vais un peu organiser ça en gris. Voilà. Donc là, je viens de connecter les conducteurs de l'ERVE, de la prise elle-même. Voilà. Hop. Donc, on va voir ce qui se passe si je la mets sous tension, comme ceci. Donc, on y va. Donc, simuler. Voilà. Donc, les conducteurs classiquement. Voilà. Et là, elle me dit défaut de prise de la terre. Effectivement, elle a contrôlé que la terre n'était pas correctement raccordée ou que la valeur n'était pas correcte. Donc, je connecte. On va mettre un vert jaune. Voilà. Donc maintenant, je redémarre la simulation. Et là, c'est bon. Elle me dit maintenant, alors à tout moment, je peux couper la terre. Et puis, on se rend compte que la borne a détecté la mauvaise prise de terre, la mauvaise valeur. On peut aussi changer la valeur ici de la prise de terre en mettant une valeur qui est au-dessus de 100 ohms, par exemple. Voilà. Donc, une fois qu'elle est prête à être en fonctionnement, on approche la voiture. Alors, je dis on approche la voiture parce qu'en fait, attendez que je masque ici. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de positionner la voiture tout à fait correctement. Elle va se mettre toute seule au bon endroit. Donc, je remets en fonctionnement. Voilà. Alors, j'ai mis trop loin. Ou alors, elle s'est alignée toute seule. Voilà. Donc, j'y vais. Hop. Voilà, ça y est. Vous l'avez peut-être vu s'aligner. Elle est prête à être connectée. Donc, à ce moment-là, on connecte. Donc, on voit en cliquant sur le câble. Et on met en marche. Voilà. Et le voyant bleu ici nous indique qu'elle est en charge. Voilà. On ne peut pas déconnecter la prise comme sur une vraie. Une fois qu'elle est en charge, ce n'est pas possible de déconnecter la prise, normal. Voilà. Et on peut simuler des défauts. Alors, les deux principaux défauts, c'est ventilation au niveau de la voiture qui n'est pas correcte au niveau du chargeur, enfin, au niveau de l'électronique interne de la voiture. Donc, si j'appuie ici, et bien voilà, je simule le défaut ventilation. Voilà. Donc là, il faut que j'enlève le défaut et je remets en fonctionnement. Le deuxième défaut possible, c'est erreur de communication avec la voiture. Voilà, donc sur la borne, on voit apparaître défaut de communication. Et voilà. Et donc, il faut remettre en fonctionnement. Voilà pour les différentes fonctions de la prise IRVE. Alors, on peut avoir un véhicule ou avoir, pour tester, le boîtier test. Le boîtier test qui va remplir les mêmes fonctions.
Voilà, vous l'avez vu s'aligner encore peut-être. Donc, je connecte, je mets en marche. Voilà. Et là, je suis véhicule prêt. Donc, maintenant, je peux mettre en marche. Je n'étais pas véhicule prêt. Donc, maintenant, je suis positionné véhicule prêt en charge et je peux simuler défaut ventilation. Je peux simuler ensuite les autres défauts. Voilà pour la version triphasée. Donc, on va peut-être passer à la version monophasée. Ça nous permettra de voir le Linky en même temps. J'espère que j'ai rien oublié, mais je pense que non. Hop. Donc, je vais ouvrir celui-là. Ouvrir. Et donc, je vais prendre IRVE, lequel monophasé. Celui-là. Voilà. Donc, bah, il se présente de la même manière, sinon qu'on peut l'alimenter maintenant en monophasé. Celle-là, cette version. Donc là, j'ai rajouté le compteur Linky, ce qui permet de voir à quoi il ressemble, un disjoncteur de branchement, un différentiel comme là, j'ai utilisé le côté normatif, c'est-à-dire il faut un différentiel 30 milli type A, et puis ici, j'ai mis un C32 pour alimenter la borne et le véhicule. Donc on va simuler. Hein, donc on voit le Linky se ferme, enfin, le capot se ferme, je réarme le différentiel. Voilà, tout est bon, la prise de terre est correcte. Je connecte à la voiture et je mets en fonctionnement. Voilà, et là, je vais zoomer sur le Linky. Alors vous voyez qu'en mettant la souris maintenant au-dessus de l'endroit où on zoome, voilà, on voit la puissance, l'intensité, la tension, comme sur l'ancien compteur. Alors, ce n'est pas exactement ce qui est sur un Linky actuellement, mais nous, ça nous permet comme ça simplement de pouvoir demander à l'élève de relever la puissance, relever l'intensité. Voilà. Et donc là, je suis sur une puissance de 6000 watts au niveau du réglage de la borne. Donc, si je me mets en 12 kW, c'est le maxi en domestique sur une monophasée. Donc, je recommence. Je connecte mon véhicule, je mets en marche, et voilà. Et là, il me dit, bah, ça, c'est pas bon. On demande 51,51 ampères, alors que mon circuit n'est pas adapté à ce genre d'intensité. Voilà, donc là, il faudrait changer le calibre du disjoncteur, adapter le différentiel, adapter le disjoncteur de branchement, etc. Voilà ce que ça permet de faire au niveau de l'IRVE à monophasé. Donc je vais repasser en édition. Je vais trop vite. Voilà, vous y êtes à de voir. Voilà, donc si je me remets à 3 kW par exemple. Voilà, et là tout va bien se passer. Voilà, alors je ferme le disjoncteur, voilà, en service, j'ai branché la voiture et je mets en fonctionnement. Et voilà, ici, on voit nos 3 kW, enfin, vous l'apercevez, les 3 kW au niveau du compteur. Voilà pour une des grosses nouveautés qui est donc pouvoir simuler avec tous les défauts possibles une IRVE, une borne de recharge. Voilà, aussi bien côté domestique avec le choix des composants et qu'au niveau triphasé aussi avec le choix des composants et le fonctionnement. Alors, je ne sais pas si on prend des questions ou pas, ou je continue, Olivier. Je pense que tu peux
tu peux continuer et on prendra effectivement les questions plutôt à la fin. Ouais. Étant donné qu'on a pris un peu de retard au départ, bon, je vais on va essayer déjà de présenter et puis effectivement, on verra les questions à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module de questions-réponses ou dans la conversation. Et tout ce que l'on n'aura pas répondu dans la réunion, on vous le communiquera. Donc, je vais rapidement, mais là, il est fait, le schéma, ça va aller assez vite. Donc, voilà, le Linky avec, qu'on vient de voir, avec ici un relais creuse. Voilà, donc juste pour que la nouveauté qui est aussi sur le compteur, c'est qu'on peut maintenant, on voit où il faut agir pour passer en heure creuse. Voilà, donc ici, si j'appuie ici sur ce petit bouton, je vois ici apparaître heure creuse, heure pleine. Voilà, donc on va rapidement simuler, parce que c'est le but du jeu quand même. Allez, donc je suis en heure pleine ici. Donc je peux me mettre en marche forcée. Voilà, et puis je vais repasser en heure creuse. On voit le délesteur, il a bien, enfin pas le délesteur, là j'avance trop vite. Le contacteur heure creuse est bien repassé en auto. Et ça fonctionne. On voit nos 2 kW là de notre réglé sur notre cumulus. Je coupe et voilà. Voilà donc le fonctionnement du Linky. Donc je rappelle qu'on peut régler la transparence pour voir ce qui se passe au niveau électrique, surtout les schémas avec composants tableau. Voilà. Voilà pour le Linky et le nouveau look donc de ce compteur. Donc je vais continuer. Allez, une nouveauté de plus, donc c'est le délesteur. Voulez-vous faire mes schémas? Oui. Et je ne veux pas enregistrer. Donc, ouvrir. On y va. Donc, délesteur, je vais commencer par le numéro 2. Voilà, donc délesteur qui revient à la mode avec les économies d'énergie et puis là, peut-être les panneaux solaires aussi, on verra, on en parlera tout à l'heure après. Donc ici, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble du schéma. Donc on a un disjoncteur, un différentiel de branchement, 3 circuits prioritaires, 2 circuits non prioritaires, dont une pompe à chaleur, par exemple, un ballon d'eau chaude, ça pourrait être des radiateurs électriques, mais bon. Dans le délesteur, comment ça se passe? Donc, il est dans protection. Voilà, délesteur. En fait, on implante le module de mesure lui-même du délesteur. On lui donne un nom, comme d'habitude. Donc, vous avez la lettre D disponible. Voilà. Bon, je vais l'appeler D2. Puisqu'il y a déjà D1 d'implanté ici. Et ensuite, on rajoute un contact, normalement fermé. Et on l'appelle aussi D2. C'est aussi simple que ça pour le mettre en place. Alors, la lettre D, elle est au fond parce qu'elle a été ajoutée récemment. Et voilà. Et donc, j'ai la partie mesure du délesteur et ici la partie contact du délesteur. Voilà. Donc, on regarde où ils sont placés ici. Donc, j'ai placé le module de mesure du délesteur ici et le module de contact ici. 2 ampéramètres pour voir ce qui se passe au niveau de l'intensité. Bon, j'arrête de parler, je simule. Voilà, donc ici, je vais mettre en route le circuit non prioritaire. Voilà, par exemple. Ici, je mets en route le reste de l'installation. Et puis, je suis déjà à 23 ampères, donc j'ai réglé à 26. Donc, je vais faire à manger, quoi. Et je mets la table de cuisson en fonctionnement. Et voilà, là, on voit que le contact de D1 s'est ouvert parce que le côté mesure du délesteur a détecté une intensité trop élevée. Voilà, alors là, ça bascule assez rapidement pour le montrer. On peut évidemment régler le temps de réaction du délesteur. Ici, on peut régler l'intensité du seuil. Et ici, régler le temps. Donc, je vais allonger un petit peu pour qu'on y voit mieux. On voit mieux la simulation. Donc,
hop, hop, circuit non prioritaire. Je mets un peu de congélateur. Voilà, je suis à 25 ampères à la limite. Et donc, je mets la plaque de cuisson en route et on voit qu'on a délesté. Et on va attendre nos quelques secondes. Et voilà, il a refait. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que peut-être que Teams ne réagit, on ne le voit peut-être pas bien, mais en fait, le contact se recolle. Oui, il y a un petit décalage, effectivement. Ouais, s'aperçoit que l'intensité est toujours aussi élevée et se rouvre. Voilà. Donc ça, comme ça réagit assez vite, c'est normal Teams. Voilà. Voilà pour cette version-là, un exemple de schéma délestage. Un deuxième schéma, si on a un délesteur qui nécessite de relayer les circuits non prioritaires. Donc, voulez-vous fermer le schéma? Oui. Ouvrir. Accès rapide. Et là, je vais à délesteur numéro 1. Voilà l'exemple. Voilà, la même chose, c'est seulement qu'on voit ici un relayage, c'est-à-dire que l'élément de mesure est ici, sur la ligne, et le contact du délesteur a été mis pour commander un relais, un contacteur quoi, qui me permet de, si l'intensité est trop importante dans mon circuit non prioritaire, de pouvoir le faire fonctionner aussi. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre voilà, le K1 en sous tension. Voilà, pareil, et on va faire le même manip. Voilà, donc là, où est-ce que, voilà, là je suis en train de tester par l'intermédiaire du contact qui est ici. J'ouvre le contact K1. Voilà, pour le délesteur. Voilà, donc une manière de voir le délesteur qui est pas si simple à expliquer que ça en temps normal sur les TP. Je me serais effectivement mal vu vous présenter le délesteur. Oui. Donc, je passe à la bobine MX. Ah ouais, une grosse nouveauté aussi. Voulez-vous fermer? Oui. Alors, la bobine MX, donc pour faire les arrêts d'urgence dans le tertiaire. Donc, ouvrir. Et là, je prends lequel je vais prendre. Le principe déjà. Même en allant rapidement. Voilà. Donc, le principe de fonctionnement, on verra après la version tableau, hein, qui est plus sympa, mais là, ça permet d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, on place une bobine qui est dans protection elle aussi, et qui s'appelle bobine MX. Voilà. Je vais la mettre dans le bon sens. Pourquoi ça a tourné, ça? Voilà. Et il faut lui donner le même nom, évidemment, que le disjoncteur à laquelle il va être accolé. Et puis, je vous rappelle, c'est des modules qui se collent, qui se mettent en contact, comme un contact auxiliaire, d'un côté ou de l'autre d'un disjoncteur. Et donc, ici, je vais l'appeler, je ne vais pas l'appeler parce qu'il y a déjà un, hein, mais par exemple, je pourrais très bien l'associer à Q2 si je devais rajouter une MX pour Q2. Voilà. Donc, une fois que j'ai installé ma bobine, je le câble. Je câble donc avec un disjoncteur de protection auxiliaire que je prends en amont de Q1. Et voilà, donc on va voir ce que ça fait lorsqu'on simule. Je ferme le disjoncteur principal de mon installation. Je ferme le disjoncteur auxiliaire. Et maintenant, quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence, ça ouvre le disjoncteur Q1. Et voilà. Et donc, ça, c'est les arrêts d'urgence qui sont utilisés sur tous les bâtiments tertiaires. Voilà, sur les ERP. Voilà, pour les établissements recevant du public. Donc, on va le regarder de manière un peu plus en vue réelle avec la version tableau. Et là, c'est la bobine MX qu'il faut que j'ouvre. Voulez-vous fermer? Oui. Non. Accès rapide. Et donc, bobine MX. Bobine MX tableau.
Ben voilà, on va faire avec celui-là. Oui, après, voilà. Donc là, j'ai installé un petit tableau. Donc, on voit le disjoncteur principal en étant triphasé. La bobine MX, là, voilà. Donc, il suffit de la mettre, de la disposer. Voilà, on la prend et puis on la dispose à côté du disjoncteur. On lui donne le nom et ça fonctionne exactement comme dans l'exemple précédent. Il suffit de lui donner le nom ici en haut à droite de Q1 si on veut faire fonctionner avec Q1. Et donc ici, le disjoncteur qui est placé en amont, le disjoncteur le C2 là, qui va alimenter mon circuit de commande de la MX. Et puis là, j'ai installé 3 départs. Donc voilà. Donc, hop. Alors là, je vais enlever la transparence, autrement, c'est pas très cool. Voilà, donc vous voyez, petit à petit, voilà. Tout est masqué, et donc je mets ces deux en fonctionnement, et puis j'alimente mes récepteurs si j'ai envie. Et donc j'appuie sur la d'urgence, et voilà, Q1 s'ouvre. Voilà, on a vu la réaction de Q1 ici. Et on va le réarmer, et puis refaire si on a envie. Voilà pour la bobine MX. Ça aussi, c'est peut-être pas si souvent que ça vu dans nos lycées. Et pourtant, c'est extrêmement répandu sur les bobines tertiaires, sur les armoires tertiaires de tous nos ERP en France. Voilà, je vais juste montrer un autre exemple qui permet de parler des fourreaux. Voulez-vous fermer le schéma? Oui. Okay. Donc, bobine MX 2. Voilà, c'est juste pour montrer que avec les fourreaux, on peut par exemple passer celui-là sur un autre folio, ou ça fait renvoi de folio. Hein. Il suffit d'appeler DE1 des deux côtés du fourreau, et puis de connecter les conducteurs. Ici, une fois qu'il suffit qu'il soit appelé, le fourreau départ soit appelé au même nom que le fourreau arrivée. Et donc, voilà, ça nous permet d'éviter d'avoir des longues canalisations ou des tubes posés par-ci, par-là. Voilà. Donc ici, allez, voilà, j'appuie sur la d'urgence. Voilà pour les fourreaux. C'est une application comme ça de déport d'une commande par l'intermédiaire de... C'était les renvois interfolio de la bibliothèque électronique. Voilà, mais c'est aussi pratique dans un même folio pour éviter d'avoir des conducteurs un peu partout sur le schéma, quoi. Et faire comprendre aux élèves que c'est le départ d'un tube annelé et le tube annelé ici qui arrive ici. Il suffit comme on fait dans la réalité, de les repérer de la même manière. Voilà, qu'est-ce que je vais... Il reste bon au niveau du temps ou... Oui, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions. On va aller jusqu'à 15h30. On se permettra de déborder un petit peu pour ceux qui seront encore disponibles. D'accord, je vais montrer les batteries solaires alors. Voulez-vous fermer? Onduleur intégré. Avec onduleur intégré, oui. Donc ça, c'est un des composants qu'on nous a demandé depuis plusieurs années et que l'on a enfin pu réaliser en composants permettant d'être chargé ou déchargé. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est celui-là? Batterie solaire. En même temps, ça va me permettre de parler peut-être du masquage des numéros. Vous voyez que dans ce schéma-là, on ne voit plus les numéros des composants, sauf celui-là. Celui-là, j'ai oublié de la lever. De là, maintenant, individuellement, composant par composant, on peut masquer le numéro. Ce qui fait que quand on est sur le principe, par exemple, de l'explication comme ici, les numéros, on n'en a pas besoin des bornes, c'est juste pour le fonctionnement de principe. Donc ici, sur cette installation, il y a une partie récepteur qui est simplifiée au possible, encore une fois, c'est pour comprendre le principe de fonctionnement. J'ai placé trois panneaux avec onduleur intégré. Donc attention, il y a deux types de panneaux.
Ici, c'est les panneaux avec onduleur intégré, c'est-à-dire qui sortent en 230 volts. Et donc, ça permet de voir leur groupement, d'ailleurs. Ici, j'en ai mis 3 exprès. Et l'onduleur. L'onduleur, donc, en fait, batterie onduleur. Donc, vous voyez un exemple je vais le zoomer ici, celle-là. Voilà. L'exemple d'un appareillage comme ceci, ben, c'est la batterie onduleur de chez Enphase. Hein, voilà. Alors, comment ça fonctionne? Ben, on va simuler, c'est le plus simple. Allez, on y va. Donc là, je suis, j'ai pas de récepteur d'actionné. Donc je vais mettre 1000 watts là, 996 watts j'ai de consommer. Donc là, c'est une installation en autoconsommation. Hein. C'est prévu. L'exemple que je prends, c'est une installation en autoconsommation. Imaginons qu'il fasse soleil. Voilà, mes panneaux fournissent donc 200 000 moins, ici j'ai 997 watts. Ils ne me fournissent pas l'entièreté de. Je suis en autoconsommation complète. Pourquoi? Parce qu'ici, ben, je vois qu'ici, je continue à absorber de l'énergie électrique au réseau pour une puissance de 248 watts. Voilà. Et la différence, ben, ce sont les panneaux qui complètent donc pour avoir une puissance, l'énergie correcte pour alimenter mon récepteur de 1000 watts ici. Voilà. Donc, si par exemple je ne mets qu'une lampe, et bien là, je m'aperçois que ma lampe, bon, là, un circuit qui aurait une puissance de 100 watts, et bien là, je m'aperçois que cette puissance est devenue négative. Pourquoi? Parce que je réinjecte au réseau en ce moment pour 650 watts. Alors, ce n'est pas intéressant puisque je suis en autoconso. Donc, le plus intéressant, c'est de pouvoir charger ces batteries. Donc, à ce moment-là, on met en service la batterie. Et là, on est en chargement. Ici, on peut régler la puissance de charge ici. Et là, donc, là, je vois que je suis encore en train de restituer, de réinjecter. Donc, je peux augmenter encore. Voilà, là, je suis à 0. C'est-à-dire que toute mon énergie est utilisée en autoconso. Une partie est utilisée pour recharger mes batteries et l'autre partie est utilisée pour, pour alimenter les récepteurs. Voilà. Donc maintenant, je peux avoir le soleil qui baisse. Hein. Donc là, on peut faire panneau par panneau. Là, par exemple, hop, on voit hein, ici en haut la puissance restituée par les panneaux, fait l'énergie, et donc sous forme de l'énergie électrique envoyée par les panneaux, en termes de puissance. Ensuite, on voit ici que je suis que je suis trop faible, hein, c'est-à-dire que je suis en train de reconsommer au réseau. Donc je vais quand même finir la manip ou carrément passer à nuit. Alors là c'est la nuit, hop, comme là voilà, c'est la nuit, j'ai plus de panneaux solaires hein. Et là je vois que je consomme tout. Je suis en train d'utiliser 749 watts parce que je suis en train en fait de recharger mes batteries, mais avec le réseau ce coup-ci. Donc hop, et là, je le fais manuellement, mais dans la réalité, il y a un automate qui gère tout ça, une gestion électronique hein, sophistiquée qui gère ça et qui va adapter, comme je suis en train de le faire ici. Hein, voilà. Donc là, je réinjecte au réseau, donc j'utilise trop d'énergie de ma batterie. Voilà. Donc là, ici, voilà, je suis à 0. C'est-à-dire que ma batterie, elle fournit l'intégralité de mon éclairage là. Parce qu'il fait nuit ou qu'il n'y a pas de soleil, mais je n'utilise pas l'énergie du réseau, j'utilise ce que j'avais stocké dans ma batterie. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus là, parce que ça fait partie des explications les plus complexes d'une installation en autoconso. Voilà, mais au moins Schemapic peut permettre à l'aide de ces wattmètres ici de comprendre, de voir le basculement entre je réinjecte au réseau ou j'utilise l'énergie qui vient du réseau. Donc Schemapic qu'on utilise toujours hein, vraiment pour expliquer les mécanismes et les fonctionnements aux élèves. Et c'est vrai que c'est comme ça que le logiciel a été conçu et qui continue à évoluer.
Voilà, et qui est plutôt tourné côté électrotechnique, comme je viens de le montrer, qui fait aussi de l'automatisme, bien sûr, mais qui est plutôt tourné de ce côté-là, c'est-à-dire expliquer les phénomènes physiques sans avoir besoin de sortir les formules, de sortir les lois de la physique. Évidemment, il faut les voir aussi, mais ça permet de les illustrer. Voilà, ces lois-là. Voilà, les numéros de conducteurs, tu avais expliqué. Oui, donc j'avais expliqué les repères gauche et droit qu'on peut rajouter donc sur voilà. la Et on peut aussi donc individuellement faire afficher le numéro ou pas. Alors, je sais pas voilà. pourquoi. Là j'ai tout masqué. Ce que j'avais illustré, c'est qu'effectivement, lorsqu'on ajoute des repères à gauche et à droite, en fin de compte, ça vient alimenter en fait une liste qui peut être réutilisée. C'est ça. Et Voilà. donc ici, par exemple, voilà, si j'ai envie de le masquer individuellement, ce conducteur, je peux. Voilà. Et en plus, si je peux ajouter des repères L, par exemple, un repère L, on l'a vu, hein, s'afficher là. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à le choisir. Repère gauche, je peux choisir. Voilà, je peux continuer. Et il va comme ça. On va pouvoir comme ça numéroter les conducteurs un peu plus fidèlement à la réalité. Voilà, mais bon, c'est quand même pratique aussi de pouvoir masquer ces numéros individuellement parce que des fois il y en a trop. Hein. Par exemple, ici, celui-là, bon, il fait double emploi. Et bien voilà, hein. Ça a éclairci le schéma aussi, cette fonctionnalité. Bon, je pense que. Alors, on avait d'autres composants qui ont été ajoutés, donc notamment une nouvelle représentation du disjoncteur tripolaire moteur. Oui, alors lui, il doit être par là, protection. Voilà, peut-être simplement le montrer. On avait également donc une borne de raccordement à la terre qui a été ajoutée sur les composants moteurs qui sont disponibles dans la bibliothèque électrique. Voilà, oui, sur certains composants, oui. Par exemple, lampe. Voilà. Alors ça, c'est un test d'importation. Ah oui, tu as parlé des composants importables ou... Pas encore, non, non. Ah. Voilà, donc ici, pour celle-là, par exemple, il y a la... Ben, je l'avais déjà utilisé ici, mais on peut utiliser ici donc la connexion PE. Voilà, qui a été rajoutée. Et l'affichage aussi de la tension, quand la tension est réglable. Si on a envie de changer. Je crois que celui-là, elle fonctionne, mais il faut que je vérifie quand même. Parce que tous les composants ne sont pas... Voilà, et on a vu la tension nominale à l'affichage ici, quand je l'ai changé les propriétés, s'ajuster au niveau de la lampe. Voilà. Donc, certains composants sont revus pour pouvoir afficher ces indications. Donc effectivement, tu parlais du menu n'importe composant. Donc ce qu'il faut savoir, vous avez peut-être eu la communication l'an passé, fin d'année dernière. Donc maintenant, chaque client chez Maplic qui possède une licence, donc qui est client de la version premium au minimum, bénéficie de notre service de création de composants sur mesure. Donc, ce sont des composants qui, dans la mesure du possible, sont simulables, compte tenu des possibilités offertes par l'outil, et que l'on va créer sur mesure à votre demande à partir du moment où vous êtes client. C'est ce qui permet, si vous voulez, de pallier deux choses. Le fait que jusqu'à présent, on ne pouvait pas créer de composants simulables. Donc, lorsque les clients nous en demandaient, ils ne pouvaient pas les créer eux-mêmes. Et l'éditeur de composants, aujourd'hui, on le sait, a atteint aussi ses limites. Et je dirais, dans tous les cas, créer un éditeur de composants pour faire des composants complexes, ce n'est jamais très simple et très utile. Donc, on se propose plutôt de les créer pour vous et donc de les rendre simulables autant que possible. Voilà. Ce qui a donné naissance à cette fonctionnalité d'import, c'est-à-dire à partir du moment où maintenant le composant est créé, on vous le transmet et vous pouvez l'importer directement depuis un menu de chez Maplic, sans avoir besoin d'aller sur je dirais dans les répertoires d'installation des bibliothèques pour le mettre. Là, vous pouvez directement choisir le dossier dans lequel se trouve le composant qu'on vous a envoyé et l'intégrer. Il s'intègre automatiquement dans chez Maplic au bon endroit, dans la bonne bibliothèque. Voilà, il va se mettre à la bonne bibliothèque. On envoie un exemple là, ici, d'un test et
de composants. Voilà. Juste, il n'y a pas grand-chose de modifié. C'est juste un texte qui a été rajouté. Voilà. Et donc, il s'est intégré dans la bibliothèque du PC directement. N'hésitez pas à en demander parce que effectivement, ça vous permet d'enrichir votre bibliothèque et ça permet également d'enrichir de la bibliothèque des autres clients. Dans cette nouvelle version 7.7 notamment, on a un certain nombre de composants qui ont été ajoutés suite à des créations qui ont été faites à la demande de clients. Donc, on a notamment le pont redresseur qui permet d'assurer le freinage de moteur insynchrone qui a été ajouté. Le module en temps réel, le module Preventa. Alors, c'est pas le Preventa, c'est un IPX. Ah non, c'est IPX. C'est un module logique de chez IPX, là, d'Eternal Control System, voilà, qui n'est pas simulable. Lui, par contre, enfin, s'il est simulable, c'est-à-dire qu'on peut fermer, s'il est alimenté, on peut, en cliquant, fermer les contacts. Fermer les contacts qui sont ici. Et c'est pas tout à fait de la programmation, mais ça permet quand même de simuler un circuit électrique. Voilà. Il y avait une Preventa aussi qui avait été créée. Oui, alors ça, il faut que je retrouve le schéma. On avait également donc, le pont redresseur, on avait les contacts de passage aussi. Oui, alors contacts de passage, ça nous a été demandé. C'est extrêmement rare d'utiliser ces contacts-là, mais ça a été demandé, donc on l'a implémenté. Il a été implémenté. Et vous demandez effectivement des composants, on va les faire au fur et à mesure, on va les rendre simulables et ça va venir alimenter comme ça vos bibliothèques de composants. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, le Preventa, je sais, ça doit être dans l'autre, accès rapide. Où est-ce qu'il est? Voilà, parmi les nouveautés, donc Henri vous l'a montré, c'est peut-être passé un peu vite, mais lorsque vous cliquez sur CTRL et molette de la souris, vous pouvez actionner le zoom pour zoomer automatiquement sur le schéma. Et désormais, le zoom en fait se centre sur la position de la souris. C'est-à-dire que vous mettez la souris sur un composant, vous faites CTRL molette plus ou molette moins, et ça zoome automatiquement sur ce composant-là. Voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps en conception. Voilà, dans le module Preventa, mais ce n'est pas un composant en fait, c'est un assemblage de composants, ce qui permet de comprendre à l'intérieur de Preventa comment ça fonctionne. Voilà. Donc, hop. Et donc, on voit le fonctionnement interne du Preventa, ce qui c'est là aussi rarement montré, quoi. Voilà. Voilà. Et là, bon, c'est pareil, là, toutes ces bornes dont les numéros ne sont pas utiles, maintenant, on peut les masquer. J'essaie de trouver la borne. Masquer le numéro de borne. Ah ben, elle était masquée déjà. Voilà. X1, 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 c'est juste l'indice du bornier, mais pour avoir des bornes. Voilà, donc, voilà, bon, cet exemple de schéma, il sera disponible, bien sûr, si vous voulez expliquer plus en détail, ou pas plus en détail d'ailleurs, le faire constater par les élèves, le fonctionnement d'un module Preventa. Au niveau du délai de création d'un composant, on nous pose la question. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, de vous le livrer sous 7 jours. Toutefois, il y a certains composants qui peuvent être plus compliqués, notamment en simulation. On a par exemple l'exemple, je ne sais pas si M. Jubot est là, qui nous a demandé un composant effectivement Vago. On a livré effectivement une première version simulable. La seconde version qui nécessite beaucoup plus de travail avec, je crois, ah bah oui, voilà, il est là, avec la simulation, je crois, des variations d'intensité qui nécessitent plus de travail. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, on ne l'oublie pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en fonction de la complexité, surtout de la partie simulation, il est possible qu'il y ait besoin de travail un peu plus approfondi. Mais voilà, dans la mesure du possible, effectivement, on essaye de les livrer sous 7 jours. C'est en tout cas ce sur quoi on est parti en termes de délai. Voilà. Après, pouvons-nous créer donc des composants pour faire les schémas des machines dans le cadre de projets BTS, beaucoup de composants de constructeurs, automates, capteurs, etc. Mais c'est ce qu'il faut demander justement. Alors, il faut, bon, on ne peut pas simuler des fonctionnements complexes. Mais là, bon, là, le capteur qui est là, le module Vago, oui, est assez compliqué. Voilà. Effectivement, les automates, on n'aura pas de programmation de l'automate. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas des fonctionnements qui sont disponibles dans Simapplique.
n'y a pas encore la création de GraphSet ou autre pour la gestion automate. Pour l'instant, oui. Vous excusez pas, Monsieur Jouveau, vous travaillez dessus. Voilà, donc peut-être quelques petites nouveautés. Donc, et oui, c'est évident que si c'est pour de la schématique et si c'est des fonctions qui existent déjà dans les schématiques, c'est relativement. Ça peut être rapide de faire le composant. Ouais. Voilà, donc quelques petites nouveautés également. Donc dans le composant texte, on peut maintenant aligner le texte à gauche, à droite de manière centrée. On a ajouté donc une propriété extérieure de l'armoire pour les composants personnalisés. Donc lorsqu'on crée un composant perso, maintenant on peut le placer en extérieur de l'armoire. Juste une petite chose, parce que si on fait, je crois que c'est contrôle. Alors c'est pas contrôle, mais on peut faire des retours lignes dans un champ. C'est pas Alt ou majuscule. C'est Shift. Voilà. Shift entrée, et ça vous permet d'avoir un texte. Hein. Et donc ce texte, maintenant, on peut le centrer, l'aligner à gauche, au centre, à droite. Voilà. Mais on ne pense pas à, ou elle a peut-être pas renseigné, je ne sais plus, mais qu'en faisant un Shift entrée, en fait, on peut faire des retours lignes à l'intérieur d'un texte. Voilà. Il y avait également du cartouche. On avait jusqu'à présent mis dans le cartouche les champs nom et prénom qui étaient censés être le nom et prénom de l'élève qui allait créer le schéma. Tout le monde n'utilise pas Schémaplique dans un cadre scolaire. Hein. On a aussi pas mal de professionnels qui utilisent l'outil. Donc, on a laissé la possibilité de personnaliser les libellés de ces deux champs-là de manière à intégrer d'autres indications dans le cartouche du schéma, par exemple. Il va par où déjà, je ne sais plus. Affichage, accueil. Schéma, cartouche, non? Non, mais pour changer le nom des champs. Ah, c'est dans les préférences. Ouais. Préférences. Dans les préférences, il faut rentrer en mode auteur pour aller modifier. Il faut juste que je trouve. Dans la définition des constantes de mémoire, au même endroit que des constantes. Voilà. Voilà, champ 1 à l'impression, champ 2. Voilà, donc on peut mettre les libellés vraiment qu'on souhaite. Et puis quand on va dans imprimer. Voilà, donc oui, la vidéo de la réunion sera effectivement sera communiquée tout à fait. Voilà, donc d'autres petites nouveautés. Donc l'impression maintenant se fait par le biais de la boîte de dialogue système, des propriétés de l'imprimante, ce qui va permettre d'aller régler en fait directement les options d'impression sans avoir besoin de les modifier directement dans les propriétés de l'imprimante en dehors de Schémaplique. Donc ça, c'est plus simple également. Quelques modifications qu'on a fait également au niveau de l'installation, donc ça c'est plus à communiquer à vos administrateurs techniques dans les établissements ou dans les sociétés. Donc Schémaplique n'a plus besoin d'écrire dans le répertoire d'installation du logiciel. Donc il va maintenant être installé dans ces programmes data, ce qui va permettre d'éviter de devoir gérer des droits d'accès pour les utilisateurs, notamment dans les établissements, ça posait quelques problèmes. Voilà, de la même manière, les bibliothèques de composants peuvent maintenant être déportées et être installées, par exemple, sur un serveur. Donc, vous pouvez avoir dans un établissement où vous avez 300 postes installés, finalement, une bibliothèque qui est centralisée au niveau d'un serveur, ce qui permet d'y mettre tous les composants personnalisés que vous souhaitez, par exemple. Et lors des mises à jour de Schémaplique, la bibliothèque va être mise à jour automatiquement à la première installation, etc. Donc, on a aussi ce système-là qui a été mis en place. La multisélection de composants aussi, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Donc, vous pouvez, en cliquant sur la touche contrôle, en appuyant sur la touche contrôle en même temps que vous sélectionnez les composants, vous allez pouvoir les sélectionner les uns derrière les autres. Et faire une multi-sélection de composants. Voilà, c'est quelques petits ajouts, c'est pas forcément grand-chose, mais ça simplifie quand même la vie en conception. Voilà un petit peu pour toutes ces nouveautés. Ce que je vous propose, c'est de vous reparler donc très rapidement des options, de toutes ces nouveautés que vous allez pouvoir donc retrouver
dès à présent, hein, à partir du moment où donc, vous souhaitez basculer dans cette nouvelle version. Donc les options tableau domotique, tableau triphasé, option Legrand, option énergétique et option pneumatique, et l'option réseau dans le cadre de l'installation avec plusieurs licences. Voilà. Donc on a toujours des licences enseignants qui sont offertes à partir de 5 licences achetées. Donc n'hésitez pas à contacter donc Denise Aguado, qui est votre contact privilégié pour toutes les mises à jour. On a des offres intéressantes en ce moment qui vont être proposées au niveau des tarifs de Schémaplique, notamment pour les clients qui souhaitent effectuer la mise à jour depuis une version qui a été achetée depuis moins de 2 ans. Donc on a des tarifs pour moins de 2 ans, moins de 1 an également, et des remises complémentaires qui peuvent être proposées. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, donc là la version est disponible dès maintenant. Donc tous les clients qui passent commande seront livrés de cette nouvelle version. Voilà, donc n'oubliez pas également le site internet, la page Facebook, le contact LinkedIn de Denise et la chaîne YouTube sur laquelle on mettra effectivement le replay du webinaire, et donc le forum MyElec qui est animé par Christophe Cabrera, le forum de Schémaplique. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Désolé pour les contretemps du démarrage qui nous ont un petit peu mis dedans en termes de timing. Merci à tous ceux qui ont pu rester. Peut-on faire un dossier comportant plusieurs schémas, pas dans Schémaplique directement. En fait, vous pouvez faire plusieurs folios sur le schéma, mais effectivement, on ne fait pas un dossier avec plusieurs schémas. Il faut avoir plusieurs fichiers .sch qui vont être créés et mis dans un même répertoire. Mais effectivement, il n'y a pas de notion de dossier en fait dans Schémaplique. Voilà. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, n'hésitez pas à transmettre. Si vous avez d'autres questions, donc vous pouvez vous tourner, bien entendu, vers Denise, qui s'efforcera d'y répondre, ou en tout cas de nous transmettre l'ensemble de vos questions. Vous pouvez aussi écrire sur contact@schemaplique.fr si vous avez des questions. Et voilà, n'hésitez pas. Merci encore à tous pour votre participation. Et puis, écoutez, on espère à très bientôt sur Schémaplique 7.7. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci Henri pour ton accompagnement, ta démonstration, qui était effectivement, je pense, de bien meilleure qualité que la mienne. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Pour profiter dès à présent de toutes ces nouveautés, contactez notre équipe commerciale et réservez votre version de Schémaplique.